Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dédiée à la présentation d'une nouvelle épreuve qui apparaît cette année dans le cadre de la réforme du baccalauréat. C'est le grand oral du baccalauréat. C'était dans les cartons depuis quelques années. Maintenant, en 2021, les premiers étudiants vont passer cette épreuve de grand oral du bac. C'est une épreuve à la fois nouvelle, un peu particulière, qui pose aussi beaucoup de questions aux professeurs et surtout aux candidats, aux lycéens et à leurs parents. Donc j'ai voulu faire cette vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qu'on sait actuellement et puis vous donner aussi des conseils de réussite pour cette épreuve qui est une très belle épreuve. Je vais commencer par me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Robin Mord, je suis directeur opérationnel d'un institut de préparation au concours et d'accompagnement des lycéens, PGE, PGO, qui accompagne sur toute la France des lycéens dans leur progression au lycée, la réussite de leur bac, et aussi des lycéens et des étudiants des études supérieures dans la réussite de leur concours. Je suis aussi membre de jury à l'oral dans beaucoup d'écoles, notamment des écoles de commerce, soit post-bac ou post-prépa. J'écris pas mal de livres sur le thème de l'oral et je vais vous parler pendant, on va dire, une grosse demi-heure de cette nouvelle épreuve, le grand oral du bac, qui nous intéresse. Alors, je vais diviser mon propos en 4 parties. J'aime toujours faire, on va dire, une rétrospective de l'origine, c'est-à-dire questionner le pourquoi de cette épreuve, qu'est-ce qui fait qu'on a introduit cette épreuve d'oral. Ensuite, de manière toujours très factuelle, je parlerai du déroulé de cette épreuve, comment elle se déroule, quelles sont les étapes, etc., combien de temps ça dure, comment ça se passe. Et puis, je passerai ensuite, dans les parties 3 et 4, à des moments bien plus analytiques. D'abord, les critères d'évaluation, voilà, qu'est-ce qui est évalué officiellement et officieusement. Et puis, je vous donnerai 3 conseils de réussite pour briller à cette épreuve qui est quand même une épreuve non seulement nouvelle, mais quand même une épreuve, vous allez le voir, très importante. Alors, d'abord, l'origine de l'épreuve. Alors, qu'est-ce qui fait que le ministère de l'Éducation nationale a instauré une épreuve d'oral? Alors, déjà, tout ça part d'un constat qui est que l'écrit dans, on va dire, le secondaire, donc collège et lycée, était évalué souvent, régulièrement, par des devoirs, mais très peu l'oral. Voilà, il y avait une vraie proéminence de l'écrit dans l'enseignement secondaire français, mais aussi dans l'évaluation, forcément, puisque c'était la suite. À l'inverse d'autres modèles, comme le modèle anglo-saxon, le modèle nordique, par exemple. Or, on voit finalement, pour entrer dans le supérieur, pour passer des concours pour le supérieur, mais aussi dans les études une fois qu'on est dans le supérieur, en entreprise également, mais aussi en société, que les qualités oratoires ne sont pas innées. Déjà, ce travail se développe, mais sont aussi essentielles pour la réussite. Et j'ai voulu donc étayer ce constat par une citation que j'ai reprise d'un auteur qui s'appelle Cyril Delay, qui est plus qu'un auteur en fait, un des co-créateurs et un des inspirateurs de cette épreuve du grand oral, qui a rendu même un rapport qui s'appelle Faire du grand oral un levier de l'égalité des chances à Jean-Michel Blanquer, qui a vraiment inspiré cette épreuve. Et il dit dans une interview au Monde que chacun reconnaît comme décisif de savoir parler en public et constate l'impuissance de l'école française à y former ses élèves. Donc c'est exactement le constat que je vous soumettais jusqu'ici. Donc, pour remédier à ça, on a instauré une épreuve d'oral, un grand oral à la fin de l'année de terminale, en juin de l'année de terminale. C'est une des 5 épreuves finales du bac, avec un coefficient énorme, en tout cas très important, puisque le coefficient 10, c'est-à-dire 10% de la note totale. L'objectif est affirmé, donner aux 12 millions d'élèves la compétence de parler en public, et pour ça, je reprends encore une fois Cyril Delay. Donc finalement, il faut vraiment voir cette introduction l'introduction de cette nouvelle épreuve comme une vraie bonne nouvelle pour l'enseignement secondaire français, puisqu'elle apporte une nouvelle pierre à l'édifice, et une pierre en plus qui est cohérente et qui va permettre de mieux préparer les élèves
à ce qui les attend à la fois dans le supérieur, mais aussi en entreprise et en société par la suite. Donc c'est une vraie bonne nouvelle qui est finalement qu'il y ait un oral du bac à partir de 2021. Alors comment va se passer cette épreuve maintenant? Alors, je fais une petite parenthèse, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, hein, même si je fais sous format vidéo, vous pouvez tout à fait poser vos questions et nous on a des alertes, donc je peux y répondre, sans doute pas tout de suite, mais en tout cas dans un délai court. Alors, comment se passe le grand oral? Déjà, il faut voir que le grand oral, c'est une épreuve qui se prépare, et qui se prépare en amont, tout au long de l'année. En fait, pendant son année de terminale, en fonction des 2 spécialités que le lycéen, que l'étudiant de terminale aura gardé, le candidat va imaginer 2 sujets sous forme de questions et travailler sur la réponse à ces questions. Ces sujets doivent traiter soit sur un, soit sur les 2 enseignements de spécialité suivis en terminale. Je vais vous donner des exemples juste après. Donc, voilà, on crée des questions, on y répond, on construit une réponse pendant l'année. Le jour J, l'étudiant arrive, présente les 2 questions qu'il a préparées au jury. Le jury en choisit une. Et à partir de là, le candidat, l'étudiant, le lycéen, va préparer pendant 20 minutes la réponse à la question qu'il a choisie. Donc c'est aussi une épreuve de mémoire, hein, puisque normalement c'est quelque chose que vous avez déjà fait tout au long de l'année, mais là vous avez 20 minutes pour le formaliser et pour créer des notes qui vous serviront pendant votre exposé. Donc cette épreuve elle est vraiment divisée en 2 parties. Il y a 20 minutes de préparation où on est seul, c'est après le choix du jury, et 20 minutes où on est face au jury. Et ces 20 dernières minutes, elles sont là aussi divisées en 3 parties. La première partie, vous présentez finalement votre exposé, votre réponse à la question que le jury a choisie. Encore une fois, c'est quelque chose que normalement vous devez avoir préparé pendant l'année. Donc c'est aussi beaucoup une épreuve de mémoire, ce grand oral. Vous êtes debout et vous êtes sans notes, d'accord? Vous pouvez avoir écrit des choses, mais à la fin, vous devez poser vos notes et ne pas les lire. C'est vous qui parlez en fait sans lecture de notes. Voilà, donc c'est pas un détail ce que je vous dis là. Le candidat donc répond à la question qu'il a préparée, à la fois pendant les 20 minutes précédentes, mais aussi tout au long de l'année, mais il doit aussi insérer la justification du choix de cette question, c'est-à-dire pourquoi il a pensé à cette question pourquoi il l'a présentée au jury. S'il veut, il peut aussi présenter un support qu'il aura préparé pendant ces 20 minutes précédentes et qui donne au jury avant son exposé. Officiellement, ce support n'est pas évalué. Officieusement, c'est toujours un petit peu plus compliqué que ça parce que le support à la fois fait partie d'un tout dans l'esprit du jury, mais également c'est la première impression qu'il aura de votre exposé. D'accord ? Avant même que vous ayez parlé, normalement, vous avez remis le support au jury. Donc c'est la première impression finalement qu'il a de votre prestation. Après ces 5 minutes d'exposé, il faut bien tenir le timing dans les 2 sens, pas faire trop court ni trop long, vous avez 10 minutes d'échange face au jury. Pendant ces 10 minutes d'échange, le jury va vous poser des questions de fond sur votre exposé, vous demander de préciser, de développer des propos, va vous questionner sur d'autres. Mais attention, les questions peuvent aussi digresser un petit peu et porter sur l'ensemble du programme de l'enseignement de spécialité qui est concerné par la question. Donc ça peut à la fois porter sur le programme de première et de terminale. Donc on va le voir tout à l'heure, mais c'est aussi une épreuve de fond, c'est ce grand oral. C'est pas qu'une épreuve oratoire. Et puis les 5 dernières minutes, on va un peu plus loin dans l'échange avec le jury, puisque on parle du projet d'orientation. À vous de justifier, d'expliquer le cheminement de votre réflexion, de votre pensée, qui vous a amené à faire le choix d'orientation, de projet d'orientation qui est le vôtre, le justifier au jury, et potentiellement aussi faire le lien avec la question que vous avez choisie et que vous avez défendue face au jury pendant le quart d'heure précédent. D'accord ? Donc voilà, là on est un petit peu moins même beaucoup moins sur la réponse à la question, mais on est vraiment sur votre ambition post-bac. On veut vérifier la cohérence, la maturité de cette réflexion.
Alors voilà, je vous donne des exemples de sujets possibles pour que ce soit un petit peu plus clair peut-être pour vous. Alors j'ai pris 4 types d'étudiants, je ne vais peut-être pas citer les 4 ici, sinon ça fera de la lecture un peu fastidieuse pour vous. Donc je vous invite par contre vous à peut-être arrêter l'écran et à les lire, je vais en commenter 2 ou 3 moi. Mon premier étudiant, donc je suis parti sur un étudiant scientifique qui aurait pris comme spécialité SVT et physique. Il peut avoir comme projet professionnel, en général quand on a ces spécialités-là, on peut vouloir aller en classe préparatoire, on peut vouloir mathématiques du coup, enfin ingénieur, on peut scientifique, classe préparatoire scientifique on appelle ça, on peut vouloir aller en école d'ingénieur post-bac, donc juste après le bac, sans passer par les classes préparatoires, on peut faire une fac de chimie, fac de SVT, il y a plein de choses. Un thème possible qui croise ces deux sujets de spécialité, j'ai essayé moi de vous proposer le plus souvent des choix de thèmes, de questions qui croisaient les deux spécialités, même si c'est pas obligatoire. Donc là, mon thème, c'est comment la chimie dite verte est-elle au service de la protection de l'environnement. Et là, pour répondre à ces questions, il faut faire appel à la fois des connaissances de SVT, mais aussi de physique-chimie. Maintenant, on a un deuxième étudiant qui, lui, a un autre profil, mathématiques SES, donc un profil qui ressemble à l'ancien étudiant de terminale ES. Alors cet étudiant de terminale ES, la mathématiques plus SES, lui par exemple il peut vouloir faire Sciences Po, ou alors une fac d'éco ou une prépa HEC, donc mine de rien des choses assez différentes, hein. Ça existe. Et un thème possible, c'est peut-on prévoir les conséquences économiques et sociales d'un accroissement des inégalités. Je vais sauter mon troisième étudiant, vous m'excusez, je vais passer directement au quatrième étudiant, qui lui a encore un autre profil, c'est-à-dire que lui, il prend histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, plus mathématiques, et il veut faire une classe prépa scientifique ou une fac de mathématiques, donc quelque chose finalement qui est loin de la spécialité, a priori, histoire, géopolitique et sciences politiques. Malgré tout, il peut quand même, il peut trouver un sujet qui croise mathématiques et histoire géo. J'en ai cité un, comment évoluer l'utilisation du nombre d'or au fil des siècles. Voilà. Un sujet qui demande à la fois des connaissances mathématiques et des connaissances historiques. Pour vous montrer que finalement, n'importe quel type de candidat peut trouver des sujets, mais peut aussi trouver des sujets qui croisent les deux spécialités, même si encore une fois, c'est pas obligatoire. Vos deux questions d'oral du bac doivent, on va dire, comporter un ou deux sujets de spécialité. Soit deux sujets de spécialité qui sont les vôtres. Deux dernières remarques avant de passer à un moment un petit peu plus, on va dire, de prise de recul sur cette épreuve et un peu plus analytique. Pour les étudiants qui ont la spécialité langue, littérature et culture étrangère et régionale en terminale, vous avez la possibilité de passer les deux premières parties du grand oral, donc tout ce qui est, on va dire, exposé et réponse aux questions, dans la langue vivante qui est concernée. Sachez aussi quelques mots sur le jury, qu'il est toujours composé de deux professeurs différents. Un premier qui, on va dire, est un professeur d'une spécialité que vous avez choisie. Et le deuxième, alors soit il est un professeur de l'autre spécialité que vous avez choisie, soit un professeur d'un enseignement commun, philosophie par exemple, ou autre, ou un professeur documentaliste. D'accord? Donc vous n'avez pas deux profils similaires quand vous êtes face à un membre, vous êtes face aux membres du jury, vous avez deux profils différents, soit une de vos spécialités et l'autre spécialité, soit une de vos spécialités tronc commun, soit une de vos spécialités et professeur documentaliste, donc c'est aussi important d'avoir ça en tête. Maintenant, alors, une fois qu'on a parlé du déroulé de cette épreuve, c'est-à-dire comment elle se passait, sur quoi elle va être évaluée, hein, sur quoi va se baser le jury, cette question est d'autant plus importante que c'est les premières années de cette épreuve, il n'y a pas de jurisprudence, il n'y a pas de recul sur cette épreuve-là, donc sur quoi va se baser le jury? Alors, la première chose à vous dire, c'est que ce n'est pas qu'une épreuve orale. C'est-à-dire qu'on ne va pas juger uniquement la forme, votre art oratoire, qualité oratoire. On va mesurer vos connaissances sur la spécialité à travers la qualité de votre exposé de la réponse à votre question, mais aussi vos réponses aux questions du jury dans la deuxième partie de l'épreuve, de l'entretien.
Ensuite, on va aussi juger la cohérence de vos choix d'orientation. Là, c'est dans la troisième partie. Dans la troisième partie, on va juger, on va dire, la maturité, la cohérence de votre orientation. Et puis, finalement, on va bien évidemment aussi juger l'art oratoire, l'expression orale. Mais finalement, on va le juger un petit peu tout le temps, puisque l'art oratoire, il est au service à la fois des connaissances intellectuelles académiques que vous avez sur la réponse à vos questions et sur les épreuves de spécialité, mais aussi sur l'argumentation que vous faites pour défendre votre choix d'orientation. Donc c'est loin d'être qu'une épreuve d'art oratoire. Et d'ailleurs, quand on reprend le bulletin officiel sur le site du ministère, je vous ai remis, moi, une phrase qui me paraissait très importante et qui permet d'éclairer tout ce que je viens de vous dire. Je vous la lis. L'épreuve permet au candidat de montrer sa capacité à prendre la parole en public de façon claire et convaincante. Donc là, on est vraiment sur l'art oratoire, qualité oratoire. Elle lui permet aussi, il n'y a pas que ça, de mettre les savoirs qu'il a acquis, donc ça, ce sera évalué, au service d'une argumentation et de montrer comment ces savoirs ont nourri son projet d'orientation. Voilà. Donc là, on retrouve finalement le triptyque de compétences, de connaissances qui vont être jugées sur cette épreuve. Alors, un petit mot rapide quand même, quand on parle de qualité oratoire, c'est quelque chose que c'est un terme que j'ai beaucoup employé. On parle à la fois du verbal, donc la pertinence du discours, du propos, c'est ce qu'on dit. Le paraverbal, d'accord, c'est comment on le dit, le rythme, le débit, etc. Mais également le non-verbal. Le non-verbal, c'est tout ce qui va être autour de la posture, ça va être la respiration, le regard, le sourire, etc. Tout ça, ça fait partie des qualités oratoires. Maintenant, si on reprend les trois parties, qu'est-ce qui est le plus regardé par le jury pendant les trois parties? Bon, pendant les trois parties, on va d'abord mesurer vos connaissances, d'accord, les capacités d'argumentation, c'est-à-dire les connaissances que vous avez pour répondre à la question, mais également les qualités d'expression orale, d'accord, parce que vous n'avez pas de notes, vous êtes debout, vous devez structurer votre propos, vous devez le rendre clair, vous devez utiliser le bon mot, le bon vocabulaire, vous ne devez pas bafouiller, tout ça c'est l'expression orale. Vous devez regarder les deux membres du jury. Donc on va à la fois juger le fond et la forme. La deuxième partie, l'échange avec le jury, on va juger là aussi le fond, c'est-à-dire la connaissance du programme de spécialité. Mais encore une fois, ces connaissances devront être mises en valeur par des expressions orales. Donc c'est pour ça que je vous disais que les qualités oratoires sont évaluées tout le temps en fait dans les trois parties. Mais il n'y a pas que ça. Et dans la troisième partie, autour de l'orientation, le jury va évaluer finalement votre capacité à conduire une réflexion, la maturité de votre réflexion, le cheminement qui a été le vôtre, et derrière ça, votre motivation aussi à intégrer la voie post-bac que vous citez au jury. Voilà, donc je vous ai fait un petit tableau là aussi, il ne s'agit pas du tout que je le lise, je vous invite à peut-être là aussi faire pause et à le reprendre, sachant qu'il se trouve sur le site du ministère, qui reprend finalement les critères officiels de cette épreuve, on va dire par type de satisfaction, très insuffisant, insuffisant, satisfaisant, très satisfaisant. Maintenant, 3 conseils de réussite. Une fois qu'on a dit ça, comment on fait pour la travailler pendant l'année? Quels sont finalement ce qu'on appelle les facteurs clés de succès dans cette épreuve? Mon premier conseil, il est évident, mais vous savez, pour parler avec beaucoup d'étudiants et de parents, c'est loin d'être si facile que ça sur le terrain. Les sujets, il faut les choisir avec soin, parce que c'est un fil directeur de votre deuxième et troisième trimestre de terminale, vous devez le travailler un petit peu tout le temps, donc il faut que ça vous motive. Il faut aussi que ces sujets soient pertinents. Alors, j'ai cité ici quelques critères qui ne sont pas exhaustifs, mais qui doivent être pris en compte quand on fait le choix des deux sujets que vous allez préparer. D'abord, votre niveau dans les deux spécialités. Si vous avez pris mathématiques et SES et que vous êtes bon en SES mais pas bon du tout en mathématiques, c'est peut-être pas très stratégique de choisir un des deux sujets qui ne porte que sur la spécialité mathématique. Mettre un petit peu de SES, voilà, dans au moins les deux sujets, même si on croise pour un sujet avec aussi les mathématiques. Ensuite, l'appétence pour une ou plusieurs spécialités ou parties du programme, d'accord? Je reprends, on va dire, le SES, la spécialité SES, elle est large. Il y a plein de chapitres qui sont pas tout à fait en lien, donc on peut aussi orienter ces questions sur des chapitres qui nous intéressent particulièrement.
Évidemment, c'est bien aussi de faire le lien avec son projet professionnel, d'accord? Disons que ça renforcera la cohérence de votre discours dans la troisième partie de cette épreuve. Donc, si vous avez effectivement, je reprends mon sujet sur l'économie verte dont j'ai parlé tout à l'heure, si c'est en lien avec votre projet professionnel, c'est d'autant plus intéressant et d'ailleurs vous serez d'autant meilleur dans la restitution et dans votre exposé. Et puis également le lien avec des centres d'intérêt. Voilà, si vous avez des centres d'intérêt particuliers qui peuvent correspondre à des parties du programme d'une ou des deux de vos spécialités, n'hésitez pas, c'est pas le critère le plus important, mais c'est un critère qui permet aussi de garder une certaine source de motivation pour travailler jusqu'au jour J. Ce qui est important derrière ça, c'est aussi de faire valider votre sujet. Alors, il faut qu'il vous plaise, mais il faut en parler à vos professeurs, mais faites-les relire par d'autres élèves, par vos parents, apportez un œil neuf sur les sujets que vous avez en tête. Et n'hésitez pas aussi à solliciter l'avis de professionnels. Si vous avez un sujet, par exemple, qui est sur un thème autour de la médecine, n'hésitez pas à poser la question à des étudiants en médecine, à des professeurs de médecine qui ont des connaissances plus pointues que vous sur ce sujet, c'est normal, et qui pourront à la fois vous guider dans vos recherches documentaires, mais aussi vous donner un avis sur la pertinence de votre question et la richesse de votre question. Voilà. Ça, c'est pour mon premier conseil. Et puis mon deuxième conseil, maintenant, et plus pendant l'entretien, c'est important finalement de faire ce qu'on appelle tendre des perches au jury. Dans votre exposé initial, le jury ne parle pas, et pourtant, ce que vous allez dire pendant les 5 minutes initiales va avoir une incidence sur les 10 minutes d'échange par la suite avec le jury. Donc finalement, l'idée, et vous avez cette possibilité-là, est de pouvoir anticiper un peu les questions du jury par votre discours pendant les 5 premières minutes. Voilà, ce que j'appelle tendre des perches pour guider quelques-unes des questions. Ça, c'est quelque chose de très classique dans un entretien de motivation, pour les grandes écoles, soit Sciences Po, les écoles de commerce ou je ne sais quoi. La tendre des perches au jury, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils posent des questions qu'on a envie de penser. Il y a des techniques pour ça, et c'est quelque chose qui est très classique et qu'on enseigne énormément à nos étudiants. Par exemple, restez vague sur un point de votre discours pendant les 5 minutes d'exposé pour que le jury note justement ce côté vague et vous interroge ensuite dessus pendant les 10 minutes suivantes. Ou alors, à l'inverse, insistez pendant les 5 minutes initiales quand vous parlez d'un thème intéressant sur lequel vous êtes très à l'aise. C'est quelque chose de très intéressant, qui serait intéressant de développer, où il y aurait beaucoup à dire dessus. Croyez-moi, le jury vous écoute, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, et il y a de fortes chances qu'il vous interroge dessus dans les 10 minutes suivantes. Alors, ce n'est pas les seules techniques qu'on enseigne, mais voilà, c'est quelques premières pistes, on va dire. Si vous voulez, l'intérêt est de ne pas subir les 10 minutes du milieu, l'échange avec le jury. De ne pas faire en sorte d'être à l'aveugle. Or, vous avez vraiment cette possibilité en étant, on va dire, malin dans les 5 premières minutes, mais ça s'enseigne et ça se travaille, à guider, pas toutes les questions, mais certaines questions des 10 minutes. Et l'idée de les guider, ces questions, de les anticiper, c'est aussi d'y briller, bien sûr. Troisième conseil, en amont, c'est important de s'entraîner en amont. Alors, à la fois, déjà de travailler la réponse à vos questions, mais aussi de simuler les 5 minutes d'exposé, voire les 10 minutes de questions suivantes. Déjà parce que c'est une épreuve de mémoire, cette épreuve de grand oral, parce que les 5 minutes initiales, vous n'avez pas de notes, donc ça aussi, là, il faut s'entraîner. Mais on va dire, plus vous simulez en conditions réelles, puis plus vous simulez devant des gens, plus vous aurez pu anticiper des questions du jury aussi. Les 3 étapes, en fait, d'un bon entraînement à cette épreuve-là, c'est déjà l'acquisition de bases théoriques, de rhétorique, pardon, excusez-moi. Donc tout ce qui est voix, regard, posture, gestion du stress, donc voilà, s'entraîner à l'oral. En fait. Un entraînement régulier, une pratique régulière, juste parce que finalement l'oral se travaille à l'oral, mais aussi s'entraîner avec des personnes compétentes, dont c'est le métier, à la fois sur le fond, qui puissent à la fois évaluer, vous poser des questions pertinentes sur le fond de votre discours et les spécialités qui sont concernées par cette question-là, mais aussi sur la forme, sur votre posture, sur votre regard, sur le ton de votre voix, etc.,
tout ça, il faut s'entraîner avec des personnes qui connaissent, parce que les auto-évaluations est très compliqué. Encore une fois, si vous voulez bien s'entraîner à cette épreuve, c'est pas uniquement avoir un objectif court-termiste d'une bonne note à l'oral du bac. Un bon entraînement à l'oral du bac, c'est, on va dire, pas une garantie, mais on va dire une réassurance sur le fait que le supérieur et ce qui vous attend après le supérieur va d'une certaine manière bien se passer, puisque l'expression orale, c'est très très important pour ce qui vous attend après la terminale. C'est important de maîtriser cette compétence, et ça passe déjà par un bon travail pour l'oral du bac. C'est important de maîtriser cette compétence à la fois dans les études post-bac ou dans les concours d'accès, d'ailleurs, aux écoles post-bac, mais dans les sphères sociales et professionnelles, c'est très très important. Alors, c'était délaissé par le lycée et le collège, ça l'est un petit peu moins maintenant, mais ça vous demande aussi un travail sérieux, et aidez-vous des personnes qui connaissent. Voilà, je termine en vous disant quelques mots sur notre accompagnement justement à cette épreuve-là, le grand oral du bac, qu'on a mis en place cette année pour justement entraîner les étudiants à la fois à cette matière, faire en sorte qu'ils aient une très très bonne note, mais aussi faire en sorte qu'ils attaquent les études supérieures avec un petit peu plus de compétences là-dessus, parce qu'encore une fois, c'est très important. Donc ce dispositif, il se fait en 3 parties. D'abord, une plateforme de e-learning accessible dès l'inscription. Vous allez avoir une petite dizaine de cours on va dire théorique, mais très ciblé, à la fois sur l'introduction, la conclusion, sur la posture, etc. Un entretien blanc 0, c'est-à-dire un entretien blanc, on va dire, de point d'étape initial avec un jury, et un cours pour échanger avec un professeur référent selon votre spécialité, pour valider les sujets, guider la recherche documentaire, avoir les premières pistes de réflexion et de travail. À partir de là, ensuite, vous allez avoir un week-end d'entraînement, alors soit en classe, soit à distance, qui est animé par des jurys de concours, des jurys d'oraux, des gens dont c'est le métier, avec minimum 4 simulations débriefées, des observations d'entretien, des ateliers de prise de parole, du tutorat pour les étudiants en difficulté. Donc c'est un vrai week-end intensif pour que vous sortiez de là presque prêt. Mais vous serez presque prêt, mais pas prêt, donc il y aura un petit peu de travail après ce stage et c'est normal. Donc on fera un rendez-vous final par Skype ou par Zoom, en tout cas en ligne, en juin, pour valider la progression et répondre aux dernières questions avant votre grand oral final, et que vous soyez prêts sur les 2 questions que vous avez préparées. En tout cas, si vous avez des questions sur notre accompagnement qui démarre en février, n'hésitez pas soit à nous appeler, soit à nous envoyer un mail, on y répondra évidemment avec plaisir. De manière générale, si vous avez des questions à nous poser, que ce soit sur le grand oral du bac, sur Parcoursup ou sur n'importe quel concours ou n'importe quelle question sur tous ces sujets-là et les sujets connexes, n'hésitez pas à nous appeler, à nous envoyer un mail, à prendre un rendez-vous avec nous. On fait aussi beaucoup de choses, des petites préparations gratuites, des réunions d'information régulières. Donc voilà, tout ça, on espère que ça va vous aider. Cette vidéo est une pierre à l'édifice. N'hésitez pas, pour suivre tout ça, nous suivre sur les réseaux sociaux, puisque c'est là qu'on poste tout le contenu qu'on produit, à la fois sur Facebook, sur Instagram aussi, où on poste beaucoup d'articles de fond, mais aussi sur YouTube, où est diffusée cette vidéo. C'est là que vous allez retrouver énormément de contenus vidéo qui vont vous aider sur plein de sujets, comme les concours, comme Parcoursup, comme les spécialités, comme le grand oral du bac, comme le bac de français, et j'en passe. Donc on fait vraiment l'effort de vous apporter plein de choses, plein de vidéos qui vont vous aider sur le fond. Donc n'hésitez pas à nous suivre, ça nous ferait énormément plaisir. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, peut-être en classe. N'hésitez pas encore une fois à nous contacter si vous avez des questions ou à commenter cette vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous souhaite en tout cas une bonne journée.